Tout est bon pour tirer son coup. En d'autres termes, tous les moyens sont bons pour pouvoir faire du sexe, comme on dit aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel audio dans lequel je vais vous parler du libertinage et du tantra. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes, des femmes qui ont des problématiques amoureuses et ou sexuelles, non seulement à attirer la bonne personne, mais surtout à sortir des mécanismes pervers et des systèmes relationnels dysfonctionnels qui les relient. Et pour cela, je publie des vidéos, des audios et j'organise des webinaires. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à télécharger ma mini-formation offerte Attire ton âme sœur et garde-la près de toi. Vous trouverez le lien dans la description et surtout à vous abonner à ma chaîne. Tout est bon pour tirer son coup. Alors quelles sont les manières, quand on est un homme ou une femme d'ailleurs, de faire du sexe facilement, d'avoir une relation intime et de ne pas passer des heures et des heures à galérer en dehors bien sûr de la prostitution? Généralement, il y a 3 façons d'avoir une relation sexuelle facile. La première, ce sont les applis de rencontre, certaines étant spécialisées en termes de sexualité, mais une simple appli généraliste, avec un texte clair, une photo claire, c'est pas très compliqué pour une femme d'avoir une invitation à dîner chez un homme et de faire l'amour dans la foulée. Ça peut d'ailleurs se faire par téléphone, par visio ou en live. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est arrivé récemment à une de mes coachées qui pensait avoir un avant-goût de sa rencontre coquine qu'elle attendait avec beaucoup d'impatience. Après quelques mois d'abstinence. Et en fait, le gars a profité de cette connexion pour jouir au téléphone. Enfin, il l'a entraîné, elle a accepté. Et bien sûr, il ne s'est jamais pointé au rendez-vous. C'est pour ça qu'on va parler essentiellement des rendez-vous concrets et charnels. Parce que on a beau dire, on a beau faire, c'est quand même le contact sexe à sexe, peau à peau et muqueuse à muqueuse, qui est intéressant. Les autres opportunités d'avoir une relation intime aujourd'hui sont extrêmement défini, c'est le libertinage et le tantra. Alors je vais évidemment faire des parallèles entre le libertinage et le tantra. C'est un sujet que je connais bien. Je le connais bien parce que j'ai un peu vécu. Quand j'étais jeune, j'ai emmené beaucoup de clients de mon agence de rencontres dans des lieux interdits dans lesquels ces hommes ne pouvaient pas aller seuls. Enfin, c'était compliqué à l'époque. Et puis surtout, j'ai accompagné énormément d'hommes, de femmes et de couples qui pratiquaient le libertinage et qui pour certains le pratiquent encore. J'ai entendu des choses que je n'aurais jamais pu imaginer et j'avoue que parfois j'ai touché mes limites, j'ai respiré un bon coup et je me suis dit rappelle-toi, tu n'es pas là pour les détails, tu es là pour comprendre le système qui se cache derrière les exemples qui te sont donnés. Je vais parler d'abord du libertinage parce que c'est quand même assez facile dans ce contexte de faire du sexe. Si on n'est pas trop moche, pas trop vieux, mais même si on est un peu moche, un peu vieux, pas très bien gaulé et pas très sexy. Bizarrement, dans les modes orgiaques ou dans les modes sadomaso ou dans les modes j'ai envie, il est assez facile de tirer son épingle du jeu. Là, je parle plutôt pour les hommes, vous l'avez compris, et même pour certaines femmes qui ne sont pas des canons mais qui peuvent correspondre à des fantasmes ou qui peuvent contenter quelqu'un qui a faim faute de grive. Chaque fois que je fais un sujet sur le libertinage, je reçois des tas de mails, généralement d'hommes d'ailleurs, c'est assez intéressant, qui m'expliquent que je n'ai pas vu la poésie du libertinage, que je n'ai rien compris. Mais franchement, quand j'écoute les couples qui me racontent leurs expériences, je ne vois pas où est la poésie. Je vois plutôt la violence, l'abus, la domination, la frustration et les engueulades. Il est sans doute des libertins assumés et fluides qui voient la poésie là où moi je ne la vois pas, qui jouissent avec harmonie, qui se mélangent avec tendresse et qui se touchent avec délicatesse. En tout cas, ceux-là, je ne les vois pas. Je ne les vois pas parce qu'ils n'ont aucune raison de venir me voir. Et je ne vois donc que ceux qui sont en difficulté. Et c'est ceux-là dont je vais parler. Donc, je parle à partir des expériences que j'ai observées. Soit en tant que participante, là je parle du tantra, je ne vais même pas parler de mes expériences d'il y a quelques dizaines d'années, même si je trouve qu'il y a des choses qui sont assez communes, et je vais parler de l'expérience de mes coachés. Donc, ne jugez pas ces propos et écoutez-les à l'aune de ce que j'ai entendu et non pas d'une généralité qui ne vous concerne peut-être pas. Alors ce qui est assez intéressant chez les libertins, c'est ce que certains appellent l'orchestration, d'autres appellent ça les jeux. Et ce sont en fait des jeux, des mises en scène, des réalisations de fantasmes. Et tout est très précis, très millimétré. Il y a des cordes, il y a des scènes où l'un des deux est attaché, il y a des objets, il y a des façons de s'habiller qui sont extrêmement, pour les femmes en tout cas, percutantes, mises en scène, j'ai presque envie de dire scénarisées. Chez les hommes aussi, mais il y a un petit peu moins de choix. Et
à travers ces jeux, comme ils disent, se rejouent évidemment des scènes d'autrefois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté systématiquement. À travers toutes les propositions sexuelles qui me sont faites, il y a derrière des déplacements, des répétitions, des vengeances, des mécanismes, des systèmes. Et ce qui est assez extraordinaire, enfin, moi je suis toujours surprise et je ne m'en lasse pas, c'est ce lien direct entre la scène d'enfance et la scène qui est rejouée, malgré les décors et malgré les costumes. Alors ce sont souvent un petit peu les mêmes choses, des trios, des scènes sadomaso avec des maîtres, des esclaves, des orgies, parfois des variantes où on va jouer à 2, à 4, dans le jacuzzi, à l'extérieur du jacuzzi, et puis on est 2 ou 3, puis quelqu'un arrive, quelqu'un est bienvenu ou n'est pas bienvenu. Et c'est là que commencent à intervenir les disputes. Exemple, madame refuse un jeu à 4 parce qu'elle trouve que le mec n'est pas assez sexy, mais elle accepte le même mec dans une orgie. Et monsieur ne comprend pas pourquoi madame refuse ce jeu à 4 alors que l'épouse de l'autre lui plaît beaucoup. Et donc lui voudrait bien coucher avec la fille, mais comme sa partenaire ne veut pas, ils ne le font pas. Et quand ensuite il voit sa partenaire s'emmêler avec cet homme qu'elle ne trouvait pas sexy, dans l'orgie, il est furieux. Et elle va lui expliquer que dans une orgie, il y a une énergie, il y a un mouvement, il y a une espèce de joie, de fête, qui fait que la laideur n'est plus à l'ordre du jour. Alors que lorsque l'on est à 2 ou à 3, la laideur se voit plus. Vous vous doutez bien que cette histoire-là, c'est une parmi des milliers. Il y a par exemple la jalousie directe, c'est-à-dire que monsieur va interdire à madame de jouer avec un homme qu'il trouvera plus joli que lui. Il y a aussi le scénario. Si monsieur a imaginé le scénario pour madame, ou si madame a imaginé le scénario pour monsieur, ça marche dans les deux sens, elle va vouloir que le scénario soit réalisé jusqu'au bout. Alors je dis souvent monsieur en premier parce que il se trouve que dans mon expérience, la plupart du temps, les femmes réagissaient à la mise en scène de l'homme, mais n'étaient pas architectes autant que lui. Et quand elles l'étaient, évidemment, ça ne convenait pas à l'homme. Il y a aussi les mises en scène, dans lesquelles vont se rejouer au choix la jalousie, la sadisation, l'humiliation. Rarement, bizarrement, dans les mises en scène, on joue quelqu'un de très amoureux, qui regarde l'autre avec des yeux de merlan-frit et qui lui fait l'amour avec toute l'extase tantrique du monde. C'est curieux, mais je ne l'ai jamais vu. Ce qu'il y a aussi, ce sont des hommes qui ont des femmes trop belles ou des femmes qui ont des hommes trop beaux, enfin selon leurs critères, et qui ne veulent pas qu'on touche trop au partenaire qui est séduisant. Ou alors, et j'ai vu ça plusieurs fois, madame interdisait à monsieur de jouir, mais madame avait droit à tous les orgasmes du monde. Ce sont plus généralement les femmes qui empêchent les hommes de jouir que les hommes qui empêchent les femmes de jouir. Le point commun qui est quand même derrière tout ça, c'est la jalousie. Ce sont toujours pour des raisons de jalousie que les couples libertins viennent me voir. Soit parce que l'un ne veut pas ce que l'autre veut, soit parce que l'un s'attache trop à quelqu'un d'autre d'extérieur, soit parce que c'est toujours le même qui décide de l'architecture du désir, soit enfin parce que les critères esthétiques vont faire que l'homme ne voudra pas que la femme couche avec un homme plus beau que lui, et vice-versa. Mais vous vous en doutez, la jalousie n'est que la partie visible de l'iceberg, et derrière la jalousie apparente, qui va m'être racontée à travers les trios, les pratiques auxquelles on a droit et auxquelles on n'a pas droit. Donc derrière cette jalousie apparente se rejoue bien autre chose. Et notamment, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y en a un des deux qui se lasse du libertinage en premier. Dans ma pratique, c'est plutôt la femme. Mais j'ai eu l'occasion de recevoir d'ex-libertins qui étaient des hommes et qui avaient cessé en premier. Et d'ailleurs, je pense à un homme qui venait enfin de larguer sa Cruella qui bien sûr pratiquait le libertinage, au demeurant celle qui ne voulait pas qu'il jouisse. Et depuis qu'il a une nouvelle compagne, c'est même pas en rêve. Et comme le libertinage était associé à l'alcool, ce qui est quand même un peu souvent le cas, alcool, drogue, Viagra, c'est rarement du libertinage bio qui est pratiqué. C'est rarement pur organique. Donc quand l'un des deux en a assez, en général, c'est pas bon pour la suite de la relation. Alors c'est pas forcément que l'un des deux en a totalement assez du libertinage, il se peut que l'un des deux en ait assez du mécanisme libertin qui était en cours jusque-lors, ou encore qui a envie de changer le contrat. Donc ce portrait du libertinage que je vous fais, il est bien sûr anglais par rapport à des frustrations, à un ras-le-bol de comment ça se passe, à une envie que ça se passe autrement, mais malgré toute leur bonne volonté, ces couples-là ne peuvent que se disputer, répéter les mêmes scénarios, et se disputer encore parce que ça s'est pas passé comme prévu, etc., etc. Dans le libertinage, pour moi, il y a quelque chose qui manque, surtout quand il est associé à de la drogue, à du Viagra et à de l'alcool, il manque un point fondamental qui est la conscience. Alors bien sûr, on se dit au début dans le libertinage, je veux ci, je veux ça, je suis dominé, je suis dominant, nanana. On se donne quand même quelques repères
par rapport à ce qu'on va vivre sur le plan sexuel. Et en général, il y a un accord implicite et ça ne déborde pas. Pour autant, même s'il y a des endroits dans le libertinage où on est d'accord, c'est moi qui commande, c'est moi l'architecte, c'est toi la soumise, c'est toi le soumis, etc. Généralement, les substances qui sont prises avant et pendant, pour moi, montrent qu'il y a un vrai manque de conscience. Et j'ai souvent eu l'occasion de dire que le tantra était l'antidote au libertinage grâce à la notion de conscience. Mais ça va beaucoup plus loin. J'ai eu l'occasion de suivre très récemment 2 stages tantriques autour des thèmes de la sexualité, du transpersonnel et du chamanisme. Moyenne d'âge 30-45 ans, autant vous dire que j'étais pas un perdreau de l'année là-bas, à l'autre bout du monde, avec des gens très ouverts qui m'ont permis de découvrir une vraie liberté. Mais en même temps, il y a aussi de l'abus dans le tantra. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce podcast. Tout est bon pour tirer son coup, aussi bien dans le libertinage que dans le tantra. Alors on va déjà parler de l'aspect positif du tantra, sachant que il y a plus de 10 ans, je me suis formée en France, qu'ensuite je suis allée en Inde et puis en Thaïlande et aussi aux Pays-Bas. J'ai eu l'occasion de découvrir des écoles puissantes, riches en rituels, dans lesquelles j'ai vraiment découvert une liberté d'être, aussi bien en termes de sexualité qu'en termes de personnalité. L'aspect positif du tantra dans la sexualité, c'est effectivement qu'il n'y a aucune substance, il n'y a aucun jeu, il y a des pratiques, des rituels, mais il n'y a pas, par exemple, de vêtements, de hauts talons, d'accessoires, en fait, sadomaso ou libertins, un petit peu ce qu'on peut voir dans les boutiques chaudes, entre guillemets. Le point commun, c'est la nudité, et en plus de la nudité, il y a la conscience, la respiration, faire l'amour en voyant Dieu à travers l'homme et la déesse à travers son partenaire, tout ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire et que vous pourrez trouver assez facilement partout. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce stage, c'est qu'il y avait un after, qui était justement un after d'apparence libertine. Et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, je savais même pas qu'il y avait un after. Je ne savais pas que quand les exercices, les rituels étaient terminés, les gens restaient. Et c'est là où, quand j'ai découvert ça, j'ai eu l'impression d'entrer dans un lieu libertin, où les gens étaient vêtus comme dans un lieu libertin, hommes comme femmes, avec des thématiques. Il y avait le corner cuddle, donc pour se faire des câlins. Et il y en avait plein, et j'ai un petit peu oublié, selon les personnes qui étaient là, l'inspiration était différente. Et donc j'y suis allée 2-3 fois pour voir, pour mon expérience. Ce qui m'a totalement surprise, c'était la liberté, le côté bon enfant, la présence, la conscience, la tendresse des gens qui étaient là. Et ça, c'est ce que j'appelle la liberté. C'est oser se positionner et c'est en même temps accepter d'entendre, bah non. Et c'est pas parce que je t'ai dit non que tu es repoussé. Et ce que j'avais tendance à faire, c'est que j'arrivais dans ce lieu pour voir comment ça se passait. Ensuite, j'allais bosser sur mon ordinateur dans la pièce où il y avait du wifi. Et je revenais 1 heure, 2 heures plus tard. Je voyais comment ça avait évolué dans une espèce d'accord implicite. Et j'ai vu comment ça avait évolué de la manière que je trouve, moi, irrespectueuse. C'est là que mon œil de lynx, qui voit tout, même quand il n'y a pas un mot prononcé, a observé des comportements que vraiment on pourrait trouver discutables de la part de certains participants, hommes comme femmes. Et dans la même tranche d'âge, donc l'abus ne se fait pas avec Papy Moujo qui vient draguer la petite jeune et Mamie Nova qui vient draguer le petit jeune, c'est pas du tout là que ça se passe. Ça, je l'ai vu en France. J'ai vu des stages de tantra où les hommes vieillissants essayaient de sortir avec les jeunes et où les femmes vieillissantes faisaient la même chose avec les plus jeunes gens. Et comme c'est pas toujours facile de dire non à papa et maman, j'ai vu de l'abus parce que les jeunes acceptaient. Là, la question n'est pas du tout à cet endroit-là et c'est important de le préciser. La question, elle est vraiment dans l'intention. Et sous prétexte de tantra, sous prétexte de couple libre, sous prétexte de liberté, de polyamour, j'ai vu des choses qui m'ont interpellée derrière cette liberté apparente. Alors je pense que 95% dans ce contexte que moi j'ai suivi, je ne parle pas de la France, des participants étaient tout à fait libres, justes et dans la conscience, mais il y a une catégorie d'hommes, parce que c'était des hommes, même si les femmes étaient concernées, je vais en parler juste après, qui m'a quand même interpellée. Premièrement, c'était des hommes assez jeunes, et comme j'ai eu l'occasion de les voir sur presque 3 semaines, j'ai vu d'abord que quasiment tous les 2 jours, ils avaient une nouvelle nana. Ça encore, pourquoi pas, si tout le monde est d'accord. J'ai eu la chance que l'un des deux me fasse des confidences et me raconte des choses assez intéressantes sur l'intimité qu'il avait eue avec des personnes que j'avais vues dans le stage et qui, pour moi, montraient d'une certaine manière qu'elle se respectait parce qu'elle avait mis des barrières. Sachant aussi que cet homme-là était sorti avec une femme qui vivait dans un autre pays, comme beaucoup de gens d'ailleurs à ce stage, et qui avait elle-même une relation libre avec son partenaire officiel. Sauf que, une fois qu'elle a passé une première nuit avec cet homme, le lendemain, il était avec une autre et je la voyais rôder autour de lui, un peu comme une âme en peine. Et finalement, je l'ai vue aller se consoler avec un autre homme. Ce dont je veux parler aussi n'a rien à voir avec le contenu du stage. C'est un espace de liberté dans lequel les gens sont responsables. Et j'ai vu cette femme triste parce qu'en fait, elle avait envie de rester avec cet homme. Mais comme ils avaient l'accord de la liberté, voire du polyamour, elle n'avait pas à être triste.
Sauf que c'est une chose de se décider polyamoureux, libertin ou libre, c'en est une autre de le vivre. Alors à côté de la plupart des gens qui vivaient d'une manière très bon enfant leur sexualité, et d'ailleurs quand je revenais à la toute fin, la plupart des gens étaient en train de discuter. Et quand on avait l'impression qu'ils faisaient l'amour, c'était énergétique, c'est-à-dire qu'en fait il y avait rien d'intime. En revanche, en ce qui concerne les hommes, qui étaient des chasseurs déguisés, sous couvert de liberté sexuelle, là je suis un petit peu ennuyée. Je suis d'autant plus ennuyée que dans le cercle des femmes, il y a des choses qui ont été dites sur les abus vécus dans l'enfance, des abus qui étaient évidemment des abus sexuels. Et comme par hasard, il y a très souvent un rapport entre ces femmes qui vont dans ce type de soirée et qui jouent le jeu. Et bien sûr, c'est pas le jeu de la dominante, même si dans ce stage il y avait une domina, comme ils disent là-bas. Ces femmes-là sont souvent des femmes qui répètent quelque chose qu'elles ont connu. Et c'est ça qui m'a dérangée, parce que dans le tantra, il y a 90% de choses que je trouve exceptionnelles. Et il y a quand même des gens qui profitent de la structure pour abuser. Dans le contexte dans lequel j'étais, j'ai plus vu des femmes tristes parce qu'elles s'étaient entre guillemets attachées, mais qui ne pouvaient rien dire parce que ça ne faisait pas partie du contrat. Alors ce contrat, parlons-en. C'est à mon avis ce qui devrait préexister avant chaque passage à l'acte sexuel. Déjà se demander si on a eu de l'herpès, si on a des hépatites C, si on a fait un test, mais ça je pense que tout le monde, j'espère, fait ça. Quelles sont les barrières, quelle va être la suite finalement lorsque nous aurons fait l'amour? Comment vas-tu prendre soin de moi et est-ce que tu vas prendre soin de moi? Bien sûr que les libertins disent aussi ce qu'ils attendent, mais surtout quand ils viennent en couple. Mais concrètement, moi j'en ai vu quand même beaucoup. Un des membres du couple acceptait le deal proposé par l'autre pour après réaliser que ça ne lui convenait pas. Et j'ai vu ça aussi dans le tantra. Accepter quelque chose au départ et en cours de route se rendre compte que bah non, c'est pas ça. Et on a beau connaître ces barrières, il y a des gens qui les découvrent en faisant. Et puis, dans le libertinage, on ne prend pas soin de l'autre. On prend son plaisir dans l'instant. L'autre est plus interchangeable que dans le tantra, car la conscience n'est pas au rendez-vous. Et finalement, ce qui m'a dérangé, c'est que ce polyamour, qui est très spécifique aux trentenaires, ces couples libres, théoriquement assumés, se retrouvent parfois en difficulté, parce que j'ai vu, sur les quelques couples qu'il y avait dans ces stages, des femmes qui surveillaient leur mec du coin de l'œil en permanence. J'ai vu leur regard, j'ai vu leur corps se crisper, j'ai un instinct pour ça. Ils étaient des couples libres, mais chaque fois que le gars s'approchait trop d'une autre, je les voyais se décomposer. Discrètement, bien sûr, il n'y avait que moi qui pouvais le voir. Alors là, je fais la différence entre celui qui va jouer, parce qu'il y a une danse et qu'il va jouer dans la danse, pourquoi pas, et puis celui qui va, en fait, profiter de l'acquiescement de sa partenaire pour se servir. Et tirer son coup, pour reprendre la thématique du jour, sous prétexte de sacré, ça je trouve pas ça cool. Il y a des enjeux dans le tantra. Et c'est là où le libertinage est plus clair, parce que l'enjeu il est de jouir, il est de faire son petit scénario, il est de rentrer à la maison avec sa partenaire, quand on est un couple bien sûr, ou quand on est seul, il est de se faire plaisir et on passe à autre chose. Alors que dans le tantra, comme on vit dans un univers de spiritualité, de respiration, de yoga, de transpersonnel, d'âme, eh bien on peut se retrouver abusé par le système même qui était supposé nous sortir de nos abus initiaux. Et évidemment, quand on se retrouve abusé en acceptant quelque chose qu'on ne voulait pas, ou en se rendant compte qu'on a dit qu'on était libre, mais qu'en fait c'est un peu compliqué la jalousie, ça peut réactiver le trauma d'origine. Et ça me rappelle que quand je travaillais avec mon premier maître tantrique en France, qui est décédé depuis, chaque fois qu'il y avait un couple, soit le couple était exclusif et au bout d'un moment le type explosait, d'être toujours avec sa nana quand tout le monde se mélangeait, soit on passait des heures dans les sharing, donc dans les moments de partage, à analyser leur angoisse et leur jalousie. Et c'était pénible. J'étais pas venue pour analyser la jalousie des couples qui venaient dans un endroit où précisément ils risquaient d'être jaloux. Et puis j'ai vu très souvent des couples qui dans le tantra faisaient les exercices impliquants ensemble et les exercices non impliquants, ils se mélangeaient. Mais bon, après, chacun est libre à partir du moment où il assume sa position. En fait, ce que j'aime dans le tantra, c'est la conscience. C'est le fait que on va identifier ses projections et que quand on est avec les gens H24 à faire plein de rituels, bah forcément il se passe des choses. On va aller voir sa honte, les mondes glauques, les mondes de l'enfer, les mondes des ombres, les mondes de ce qu'on ne raconte pas. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut se dire les choses. On peut se dire, oui, voilà, là je me suis senti, j'ai fait ça, et voilà ce qui s'est passé pour moi. Ça prend 2 minutes, et on passe à autre chose. Et l'intérêt de pouvoir se dire les choses, c'est qu'on peut, quelle que soit la sexualité qu'on a choisie, là-dessus, vous pouvez faire ce que vous voulez, même les pratiques qui pourraient choquer mes limites, à partir du moment où c'est en conscience, où c'est sans attente, et où le contrat est clair. Alors, est-ce que vous avez déjà pratiqué le libertinage et vous avez adoré? Est-ce que, au contraire, vous avez eu l'impression de ne pas être votre compte? Est-ce que vous avez déjà expérimenté le tantra? Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y avait des enjeux et des gens qui se choisissaient même quand on était supposé ne pas se choisir? Dites-le moi dans les commentaires, je serais ravie de vous répondre. Merci d'avoir écouté cet audio jusqu'au bout, merci de le liker s'il vous a plu, de le partager si vous pensez qu'il peut plaire à des personnes de votre environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio.